Merci Alain, merci mesdames et messieurs, bonjour. Alors une grande partie de ce que je vous dirai, vous allez le retrouver dans ce texte qui est paru pour le moment que dans la revue Réanimation et dont une version anglaise paraîtra bientôt, j'espère, dans Annals of Intensive Care. Donc ce sont des RFE, ce sont l'avis d'experts. J'avais l'honneur de diriger ce groupe qui comprend des experts venant de tout horizon, cardiologues, chirurgiens cardiaques, anesthésistes réanimateurs, urgentistes. Et donc nous avons élaboré un texte, un certain nombre de recommandations. On va essentiellement discuter dans les 17 minutes qui me restent de la place des traitements supportifs hémodynamiques et notamment de l'utilisation des vasopresseurs et des inotropes. Et je vous montrerai juste 2-3 recommandations concernant l'utilisation d'autres thérapeutiques comme les antiagrégants anticoagulants et l'utilisation des diurétiques. Alors bon, le choc cardiogénique, vous connaissez, c'est caractérisé par un bas débit cardiaque avec une fonction gauche ou droite et gauche altérée, avec une augmentation de la précharge, avec éventuellement des signes d'insuffisance hépatique et d'œdème pulmonaire. La caractéristique du choc, c'est la pression artérielle basse, et donc ça caractérise soit un débit cardiaque très bas, soit ou une défaillance vasculaire. Et Christian vous l'a montré tout à l'heure, le choc cardiogénique, dans les nouveaux concepts maintenant, c'est un choc de type inflammatoire avec une vasoplégie, comme on peut la trouver dans le choc septique. Et vous connaissez les conséquences de l'hypotension artérielle. C'est un choc ischémique souvent, pouvant être potentiellement aggravé par l'hypotension artérielle, et ceci peut donner une hypoperfusion coronaire. Évidemment, dans les signes, on a la tachycardie compensatrice. Alors, si on utilise des médicaments, que ce soit les vasopresseurs et les inotropes, et notamment les vasopresseurs, il existe des problèmes potentiels. Je dis bien potentiels, mais vous verrez après un petit peu pourquoi. Et on dit toujours que les vasopresseurs peuvent induire une augmentation exagérée de la post-charge. Ça, c'est quand on ne sait pas s'en servir. Et donc, effectivement, lorsqu'on ne s'en sert pas très bien, si vous augmentez trop la pression artérielle, vous allez pouvoir abaisser le flux, augmenter les résistances, et puis de façon, effectivement, ce n'est pas très bien, vous allez diminuer encore un petit peu plus la perfusion d'organes, et ça va aggraver votre défense multiviscérale. Vous pouvez aussi, c'est pareil avec les inotropes, aggraver l'ischémie, c'est-à-dire faire trop travailler le cœur par rapport à ce qu'il a besoin, en induisant une tachycardie, qui va augmenter la consommation d'oxygène myocardique, qui va réduire le temps diastolique, donc réduire le temps de remplissage, donc diminuer encore le débit cardiaque. Et puis tout ça, ça vient effectivement des mécanismes d'action dont on va discuter plus tard, et essentiellement de l'augmentation cellulaire du flux calcique qui peut donner des arythmies et effectivement aussi des atteintes pures sur le myocyte. Alors quand vous utilisez des catécholamines, vous avez les effets que vous voyez, le débit, la pression artérielle. Je vais passer un petit peu plus vite là-dessus, mais il y a aussi ce que l'on ne voit pas vraiment. Vous mesurez la pression, vous mesurez le débit, peut-être la SDO2, mais il y a des effets qui ne sont pas faciles à mesurer. Qu'est-ce que fait une catécholamine, un vasopresseur inotrope, sur la fonction myocardique intrinsèque, c'est-à-dire pas sur la FE, mais sur la force du ventricule? Qu'est-ce qu'elle fait sur la consommation d'oxygène myocardique? Ce n'est pas quelque chose que l'on monitore. On peut calculer la MVO2, ce n'est pas quelque chose que l'on fait de façon courante. Et puis, vous ne savez pas très bien, il faut regarder l'effet de ces médicaments sur des choses plus subtiles, sur la biochimie, donc la charge calcique et la structure du myocarde. Donc, on manipule des médicaments dont on ne voit qu'une partie des effets, c'est la partie émergée de l'iceberg, et il y a beaucoup de choses en dessous dont il faut peut-être se méfier. On va commencer par les vasopresseurs, puisqu'on est dans le choc cardiogénique. On parle de pression artérielle tout d'abord. C'est caractérisé essentiellement par une chute de la pression artérielle. Et on va regarder est-ce qu'il y a des données, est-ce qu'il y a des questions qu'on peut se poser. Premièrement, le type de vasopresseur. Vous allez voir, c'est plutôt relativement simple. Est-ce qu'on doit l'utiliser seul, en combinaison avec des inotropes, et à quel moment on peut l'utiliser seul, en quel moment on doit l'utiliser avec des inotropes? Quel niveau de pression artérielle? Quel niveau d'index cardiaque et de SO2, si on peut définir de façon péremptoire des niveaux, quel monitoring, je ne ferai pas tout ça, je n'aurai pas la possibilité, et puis surtout à chaque moment, et ça je crois que c'est ce qu'a dit Christian, à chaque moment dans l'évolution, le suivi de ces patients, il faut toujours se poser, maintenant qu'on a des techniques nouvelles, la question, est-ce que l'on continue un traitement médicamenteux versus le passage à des techniques d'assistance myocardique qui vont permettre peut-être de sauver le patient à ce moment-là. C'est une question qui est toujours en arrière-plan de ce que l'on doit faire lorsqu'on l'utilise. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? C'est fini, mais ça vous le savez depuis longtemps, on ne doit pas faire de dopamine. Tout le monde doit l'oublier, que ce soit la dose vasopressive, la dose inotrope ou la dose rénale, c'est pas bon. Ça, c'est une étude tirée de l'étude de Daniel De Backer qui est publiée dans le New England, comparée dopanoradré.
Le seul sous-groupe dans lequel on a trouvé un effet néfaste de la dopamine, c'est clairement dans le choc cardiologique. Et probablement parce que ce médicament est un vrai pro-arythmogène. Ce n'est pas très efficace et ça donne des arythmies, vous l'oubliez, c'est fini, on n'en parle plus. Alors, dans l'arsenal, on va dire, classique, il existe 2 médicaments dont on discute, mais surtout un, vous verrez, parce que l'école française, dont je fais partie, utilise beaucoup l'adrénaline, mais on est probablement les seuls au monde à faire ce genre de choses, et ça n'est écrit dans aucune recommandation internationale. Le mot adrénaline, à part les recommandations de suivi de post-chirurgie cardiaque, qui est une pathologie un petit peu spéciale, qui n'est pas uniquement du choc cardiologique. Alors, est-ce qu'il existe des différences en termes, c'est la seule chose un peu fondamentale que je vais vous montrer, en termes d'action de adré et de noradré? Quand vous regardez le diagramme que l'on apprend toujours, vous voyez le cœur, c'est très bon, l'adrénaline, c'est un médicament du cœur, mais pas du tout. L'adrénaline n'est pas le médicament du cœur. Ça, ce sont, sur la partie de gauche, des fibres musculaires ex vivo que l'on soumet à des concentrations croissantes de catécholamine, donc vers la droite, hein, en abscisse, et on mesure la force que ces fibres musculaires sont capables de développer. L'adrénaline, c'est les carrés, et les losanges, c'est la noradrénaline. Vous voyez que l'adrénaline, elle obtient rapidement un effet important, et que cet effet, au fur et à mesure qu'on augmente et que dure le temps, va diminuer et s'effondre. Et que la noradrénaline a peut-être un effet un petit peu, qui démarre un petit peu plus tard, mais qui a un effet inotrope de force qui va persister. Et ça, c'est lié à une simple action cellulaire, c'est que l'adrénaline, elle marche à la fois sur des protéines G stimulantes, S, et des protéines G inhibitrices. Et cette action inhibitrice, elle n'est probablement pas très intéressante sur ça, et que la noradré, elle ne marche que sur des protéines G qui sont stimulantes. Si on s'intéresse à des malades en choc cardiogénique, ici, ce sont des patients qui ont un choc cardiogénique non ischémique. En gros, ce n'est pas des infarctus, c'est tous les autres, mais ce n'est pas des infarctus du myocarde. Les patients en T0 étaient traités par dopamine, c'était une ancienne façon de faire, et switchés par adré ou noradrénaline de butamine. On regarde les effets hémodynamiques. En haut à gauche, on s'aperçoit que la pression artérielle, c'est la même, que le débit cardiaque, c'est le même, et que pour obtenir le même index cardiaque lorsqu'on utilise de l'adrénaline, on obtient une fréquence cardiaque qui est beaucoup plus élevée. Donc, pour obtenir le même effet sur l'index cardiaque, on est obligé de tachycarder. Donc, cet effet, entre guillemets, inotrope, il est essentiellement lié à la tachycardie et pas spécifiquement à une augmentation de la fréquence cardiaque. Si on s'intéresse à la partie droite, vous regardez qu'il y a des choses qui sont embêtantes et que l'on connaît depuis bien longtemps, qui sont vraies dans le sepsis comme dans toute autre pathologie et le choc cardiogénique. L'adrénaline, c'est un mécanisme métabolique fait augmenter le lactate. Et Christian vous l'a bien dit tout à l'heure, suivre le lactate, c'est très intéressant. Si vous mettez de l'adré, c'est fini, vous pouvez dire je ne peux plus suivre mon malade sur l'adrénaline. Et le reste, il y a d'autres effets qui sont potentiellement à discuter. Donc voilà, on obtient le même effet sur la pression, le même effet sur l'index cardiaque, mais auprès d'une tachycardie plus importante et donc potentiellement d'une consommation d'oxygène plus importante. Ce titre paraît un petit peu provocateur. Sont des patients en choc cardiogénique post-infarctus revascularisé que l'on a étudié au service et on a comparé 2 niveaux de pression en augmentant la dose de noradrénaline. La première, c'était 65, classique. La deuxième, c'était 85. Et c'est relativement intéressant parce que c'est un résultat qui est relativement inattendu dans le terme de, on va dire dans la pathologie cardiaque, c'est que lorsqu'on augmente la noradrénaline pour augmenter la pression artérielle, la fréquence cardiaque ne change pas beaucoup. Ça, c'est classique. Avec la noradré, ce n'est pas un médicament très tachycardisant. L'index cardiaque, on ne touche à rien d'autre, on ne touche que la noradré, augmente de façon significative. Et cette augmentation d'index cardiaque, elle est associée à un indice que peut-être vous n'utilisez pas très souvent, qui est le cardiac power index, qui est, on va dire, la force du cœur, la capacité que le cœur a à générer de la force, et à la SO2. Donc on peut considérer, et ce n'est pas un message thérapeutique de dire qu'il faut mettre les patients en choc cardiogénique à 85, mais qu'un moyen d'augmenter l'index cardiaque et la SO2 chez ces patients-là, c'est peut-être effectivement d'avoir un petit peu plus de pression artérielle. Et cette augmentation d'index cardiaque de SO2 ne se fait pas a priori aux dépens de l'énergétique myocardique, puisque comme vous le voyez, la SO2 augmente et ne diminue pas. Et donc on a dit dans nos recommandations, dont faisaient partie Alain et Christian qui étaient là, oui, il faut obtenir au moins 65 mm de pression moyenne. S'il y a une pression artérielle diastolique basse, ça veut dire qu'il y a de l'inflammation de la dysfonction vasculaire. On doit utiliser assez précocement des vasopresseurs. On a dit plutôt la noradrénaline que l'adrénaline pour remonter cette pression de perfusion. Et on peut utiliser, ce n'est pas interdire, l'adrénaline comme alternative thérapeutique. Mais attention, lorsque vous l'utilisez, il y a plus d'arythmie, plus de tachycardie, plus d'hyperlactatémie pour un résultat qui est égal. Deuxième partie, on est dans le cadre de la dysfonction cardiogénique,
post-infarctus, par exemple. Le patient a un cœur qui fonctionne mal, donc la logique est de lui mettre des inotropes. On connaît voilà, un petit peu le cahier des charges d'un inotrope idéal dont on sait qu'il n'existe pas. Il ne doit pas être hypotenseur, il ne doit pas être tachycardisant, il doit respecter les circulations régionales. En bref, il doit augmenter la fonction du cœur sans rien faire d'autre. Pour le moment, on n'a pas trouvé ce médicament miracle. Alors attention aux confusions, et on va passer relativement rapidement. Ne confondons pas fonction myocardique et fraction d'éjection. Vous le savez que le débit cardiaque, c'est la précharge, c'est la fonction myocardique intrinsèque et c'est la post-charge. C'est ce qui entoure la fièvre, la douleur, l'infection, le tonus sympathique, etc. Et donc, ce ne sont pas deux éléments interchangeables. Le débit cardiaque et la fonction myocardique, ça n'est pas la même chose. Et la fraction d'éjection, ça n'est pas non plus la fraction myocardique. Ça, vous savez, vous connaissez cette courbe classique systolique et diastolique de Starling qui vous montre que le cœur, notamment lorsqu'il est défaillant, a besoin d'être bien rempli. Et ça, c'est connu aussi en physiologie. Juste regardez ça, c'est tout simple. En abscisse, vous avez Emax, qui est un paramètre de fonction systolique mesuré par un cathéter de conductance qui est indépendant des fonctions de charge. En gros, c'est la capacité du cœur à se contracter. Vous avez en ordonnée la fraction d'éjection, c'est un modèle expérimental. Ils ont fait varier le volume d'éjection, le remplissage, je veux dire la diastole, le volume télédiastolique. Et vous apercevez que lorsqu'on augmente le volume diastolique, pour une même fonction myocardique, c'est la ligne jaune, et bien la fraction d'éjection, elle est très sensible à ça. Donc, effectivement, ne vous contentez pas, et Christian l'a dit, il faut faire de l'écho, mais l'écho, elle doit être interprétée en fonction de la physiologie. Et dit pas la FE est basse, la FE est basse, c'est peut-être que mon patient est profondément hypovolémique, par exemple. Et ça ne veut pas dire qu'il est très défaillant cardiaque. Et ça, il faut faire attention. Il y a des malades cardiaques qu'il faut adresser par la cardio. La FE est basse, la tension est basse, simplement parce qu'on leur a introduit des IEC, parce qu'on a fait des choses. Ce qu'on appelle les chocs cardiogéniques iatrogènes, c'est quand même 15% des malades qui rentrent en réanimation pour ce motif-là. Alors, comment marchent les médicaments ? Les bêta-1 agonistes, la dobutamine, qui est le médicament du cœur, bêta-1 un petit peu bêta-2. Il agit, stimule les récepteurs bêta. En stimulant les récepteurs bêta, il va induire un second signal intracellulaire qui va conduire à la production d'AMP cyclique. Et l'AMP cyclique, lui, grossièrement, il va jouer sur le calcium, il va augmenter le calcium intracytosolique. Ceci va favoriser l'interaction, va déclencher l'interaction actine-myosine. Et c'est responsable à la fois des effets inotropes, mais aussi des effets chronotropes, et puis éventuellement des effets vasodilatateurs. Le deuxième mécanisme d'action des médicaments utilisables sont les inhibiteurs des phosphodiestérases. Eux, ils agissent un petit peu plus en aval. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils inhibent la dégradation de l'AMP cyclique en inhibant cette molécule qui va dégrader l'AMP cyclique. Et donc, ils préservent, entre guillemets, cette augmentation de calcium. Troisièmement, on a dit que la noradrénaline avait un effet inotrope. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est expliqué exactement de la même façon. La noradrénaline a un effet bêta-1 qui est moindre que celui de la dobutamine et qui fait augmenter tout de même la libération de calcium et qui conduit à un effet inotrope. Et enfin, le dernier médicament qui est peut-être un petit peu moins connu, qui est le lévosimendan, qui pour le moment n'est disponible qu'en ATU en France, mais qui est disponible dans d'autres pays, notamment en Allemagne, qui est un calcium sensitiseur, un sensibilisant au calcium. Lévosimendan, il n'agit pas sur les bêta-récepteurs, il n'agit pas sur la phosphodiestérase. En gros, il va favoriser la sensibilité des fibres myocardiques à l'arrivée du calcium. Et donc, va favoriser l'interaction troponine-myosine. Donc, il n'a pas du tout besoin des bêta-récepteurs pour agir. Alors, quels médicaments on peut utiliser ? Je vais passer assez vite. Il n'y a pas beaucoup d'études sur la dobutamine dans le choc cardiogénique. C'est une étude assez ancienne qui a été publiée dans l'équipe de Bisset. Ce n'est pas du tout des chocs cardiogéniques comme on voit maintenant. Les patients ne sont plus les mêmes. Regardez, ce qui est surtout intéressant dans ce papier, c'est que si vous mettez de la dobutamine à un patient qui est hypotendu, eh bien, vous ne remontez pas sa pression artérielle. Je suis désolé, je n'ai pas Voici, je peux utiliser la souris. Voilà. Vous voyez ici, vous regardez lorsque vous mettez de la dobutamine, vous n'augmentez pas la pression artérielle. Voilà. Donc en gros, la dobutamine, c'est vraiment le médicament du cœur. Mon point de vue de réanimateur n'est pas de l'utiliser en première intention pour augmenter la pression artérielle. Voilà. Après, on pourra discuter, ça a déjà fait l'objet d'un certain nombre de discussions. Le reste, la dobutamine est un inotrope, elle augmente l'index cardiaque. À l'époque, on préconisait dopa-dobus, ce sont des choses qu'on ne fait plus, je ne vous montrerai pas. Par contre, attention, la dobutamine, c'est un médicament qui a une action potentiellement calorigénique, c'est-à-dire qui va augmenter la consommation d'oxygène du myocarde. Ici, c'est un papier qui avait été publié par l'équipe de Jean-Louis Teboul. Patient insuffisance cardiaque stable, il titre la dobutamine sur l'index cardiaque et la SO2. Vous apercevez que lorsqu'on augmente la dobutamine de 0 à 5, par exemple, l'index cardiaque monte.
il monte jusqu'à 10, et il monte lorsqu'on met 15 gamma-kilomètres. Par contre, lorsqu'on regarde la SO2, qui va refléter l'adéquation entre la demande et le transport et consommation, la SO2 continue à augmenter et stagne à partir de 15 gamma-kilomètres. Ça veut dire que l'effet positif sur le débit cardiaque est altéré par un effet, on va dire, négatif sur la consommation d'oxygène. Donc attention, titrer l'index cardiaque, ça n'est pas un objectif en soi. On a discuté ce matin lors du symposium sur l'hémodynamique. Il faut vraiment intégrer les paramètres. Il faut intégrer la diurèse, la tachycardie, l'index cardiaque, la SO2, le lactate, etc. Donc c'est vraiment le monitorage hémodynamique qui n'a un sens que si on interprète et qu'on n'interprète pas qu'une seule valeur. Les autres médicaments, donc ça c'est l'énoxymone, c'est le chorotrope. C'est un médicament qui fait partie de la classe des inodilatateurs. Donc, en gros, c'est comme la dobutamine, mais c'est plus vasoplégiant, plus tachycardisant. La demi-vie est très longue, ce qui veut dire que quand ça marche, c'est bien, ça dure un peu plus longtemps, mais quand ça ne marche pas, vous avez les effets secondaires plus longtemps, notamment les effets secondaires sur la pression artérielle. Clairement, c'est effectivement un médicament qui marche un petit peu mieux sur l'HTAP. Et je vous ai montré ici, par exemple, c'est tiré de plusieurs papiers, ce que ça donne en effet hémodynamique. Ça fait monter l'index cardiaque, ça fait diminuer la papo. C'est un bon médicament pour le cœur. On va discuter tout petit peu après de ses limites. Le lévosimendan, on en a parlé. C'est un mode d'action qui est original. Dans l'AMM, enfin, ou l'ATU, il est toujours prévu un bolus. On ne le fait pas en réanimation. On utilise la dose minimale qui est 0,1 voire 0,05 microgrammes kilo minute. Et on l'augmente. C'est une perfusion de 24 heures. Et lévosimendan est intéressant parce qu'il agit aussi par son métabolite qui, lui, a une durée d'action qui est de 7 à 14 jours. C'est-à-dire que l'effet va être rémanent. Il va durer longtemps. C'est pareil. Si c'est bénéfique, c'est bien. Si vous avez des effets secondaires, c'est pas très bien. Mais grossièrement, l'expérience est plutôt bonne. C'est positif sur l'énergétique myocardique. C'est plutôt meilleur sur la diastole. C'est plutôt vasodilatateur, on l'a dit. Et c'est un médicament qui est pas mal utilisé en post-chirurgie cardiaque aussi pour ses effets potentiels sur le ventricule droit. Il n'existe pas énormément d'études, puisque déjà le choc cardiogénique, il n'y a pas beaucoup de malades et ce n'est pas très facile. Une étude là qui était l'étude de Furman publiée dans CCM sont des patients en choc cardiogénique réfractaire sous adré, noradré, d'obus, contre-pulsion. Il n'y avait pas d'assistance sur ce papier-là. Ils étaient traités en rescue ou pas par du lévosimendan et la survie était meilleure chez les patients qui étaient traités par le lévosimendan. La façon dont ça marchait n'était pas très évidente parce qu'il n'y avait pas vraiment, mais c'est peut-être un effet petit effectif, de différence sur les paramètres macro-hémodynamiques comme la pression, l'index, les résistances, peut-être juste une petite tendance, mais en tout cas nettement moins d'évolution vers la défaillance viscérale, moins de dialyse et une meilleure survie dans le groupe lévosimendan. Alors en pratique, comment on fait ? Eh bien, pour ce qui est des médicaments inotropes, on les titre si un bas débit symptomatique, mais c'est quand même le cas dans le choc cardiogénique, sur les paramètres classiques, fréquence, index, SO2, lactate, écho, en l'absence absolue d'hypovolémie. Vous mettez la dobus, c'est un très bon test d'hypovolémie. S'il y a un peu d'hypovolémie, le malade va tachycardie. Et une fois la pression artérielle corrigée, on peut débuter très doucement. La dobutamine, ça marche vraiment à toute petite dose. 1-2 microgrammes kilo minute, parfois ça suffit pour améliorer le patient. Si vous utilisez du lévosimendan, voilà comment on fait, pas de bolus. On l'utilise beaucoup pour le sevrage des ECMO. L'énoxymone, on ne l'utilise plus maintenant qu'on a le lévosimendan un petit peu plus facile, mais ça peut être utilisé de cette façon-là. C'est une ampoule par 24 heures à 3 à 4 ampoules par 24 heures. Je ne sais pas ce que ça fait. Voilà, c'est 2 à 10 microgrammes par kilo et par minute. Pour résumer, ce que nous avions dit, c'est ce que je vous ai dit là maintenant. Il est recommandé d'utiliser la dobu pour traiter le bas débit cardiaque lors du choc cardiogénique. Pas d'IPDE, pas de lévosimendan en première intention. On peut néanmoins utiliser ces classes thérapeutiques lorsque le choc cardiogénique est réfractaire, d'autant plus que l'on veut ne pas passer par la case bêta-stimulation, notamment chez les patients qui sont traités par bêta-bloquant. 2 secondes, j'ai un tout petit peu dépassé, juste pour vous dire ça. En présence d'œdème pulmonaire, on peut introduire des diurétiques lors du choc cardiogénique, ça a été beaucoup discuté. L'hémoglobine, c'est lorsque c'est l'infarctus, plutôt 10, plutôt 8 lorsque ce n'est pas un infarctus. Aigu, c'est au moment de la thrombose et pas 24-48 heures après. Le reste, c'est anticoagulant, antiagrégant, plutôt posologie habituelle, mais en s'étant franchi tout de même de la case chirurgicale. Et c'est la raison pour laquelle, pour les nouveaux antiagrégants, il n'est pas très recommandé de les donner en préhospitalier, mais de les donner après avoir éliminé une cause chirurgicale. C'est-à-dire d'être sûr que le malade n'a pas tout de suite une CIV qui va avoir besoin de chirurgie, parce que si vous faites la dose de charge de ces médicaments-là,